Ndiaye de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame Mariam Niang, doctorante à l'UCAD, et le docteur Moussa Sow de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous leur souhaitons une excellente session. Professeur Abdou Sow, à vous la parole. Merci. Je vous remets le micro. Comment vous appelez? Madame John Dewat. Merci. Donc, merci beaucoup. J'ai la lourde tâche de modérer ce premier panel portant sur les changements climatiques et migration avec 3 intervenants. Ce premier panel est très important. Il essaye surtout de voir donc, ce qu'on appelle donc, le changement climatique, comment il représente aujourd'hui l'un des défis majeurs pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Cette région est particulièrement vulnérable en raison de sa forte dépendance aux ressources naturelles, de la précarité des systèmes socio-économiques et de la faiblesse des dispositifs de résilience. Sécheresse prolongée, érosion côtière, inondations, salinisation donc des terres et désertification y aggravent l'insécurité alimentaire, réduisant les moyens de subsistance et créant des pressions sur les populations rurales. Face à ces contraintes environnementales croissantes, les dynamiques migratoires s'intensifient. Le climat devient un facteur déterminant dans les décisions de mobilité, même s'il est souvent entremêlé à d'autres facteurs économiques, sociaux et politiques. Le changement climatique constitue désormais un moteur silencieux, mais puissant des migrations de l'Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier. Il reconfigure les mobilités humaines, appelle à une révision des politiques publiques et à une meilleure coordination entre les acteurs environnementaux, sociaux et migratoires. Il est urgent de placer les migrations climatiques au cœur des stratégies de résilience territoriale. Pour commencer, on aura 5 questions posées à nos différents panélistes. Et étant donné qu'on manque énormément de temps, les panélistes, évidemment, vont répondre librement. Mais avant cet exercice, j'aurais souhaité que nos panélistes se présentent. Comme ça, vous aurez une idée de ces personnes, ces personnalités du monde scientifique et académique. Je suis particulièrement heureux et flatté aujourd'hui de modérer cette séance avec évidemment une de mes anciennes professeurs, Madame Ndiaye, je rappelle, et de l'UCAD. Et j'ai eu, dans un passé récent, à être de ce département. Et à l'époque, Madame Ndiaye revenait de France et je fus, je pense, l'un de ses premiers étudiants en L2, le cours portant sur la climatologie générale. Et à l'époque, donc aujourd'hui, retrouver son ancien professeur dans des discussions, vraiment, c'est une fierté pour moi. Deuxième aussi fierté, c'est que j'ai dans l'assistance professeur Sarko, qui m'a aussi initié à l'époque sur la question des mobilités et des transports. Il est là, présent, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et pour moi, ce sont des références, des personnes qui ont marqué en tout cas ma vie. Donc je vais laisser d'abord la primeur, évidemment par respect à l'orthodoxie, à la déontologie, à cette éminente professeure qui a occupé aussi d'importantes fonctions au sein donc, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Ndiaye, vous avez la parole pour vous présenter avant que je revienne sur les questions.
Merci beaucoup, professeur Sow. C'est moi qui suis ravie et très honorée de vous voir occuper ces postes. Donc, c'est de haut niveau. Cela me fait énormément plaisir et m'honore. Et donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Aminata Ndiaye. J'enseigne à l'UCAD depuis 1995. Et donc, je suis professeure de géographie, de climatologie en spécialité. Voilà, merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci. Donc, toujours, je vais donner la primeur aux dames, avant évidemment de venir sur mon frère et collègue Moussa Sow. Madame Niang, pouvez-vous vous présenter très rapidement également? Je sais que ce n'est pas facile de parler de soi devant un public. Bonjour, merci professeur Sow de m'avoir donné la parole. Donc c'est avec plaisir que je me tiens dans ce panel aujourd'hui pour prendre la parole à côté d'éminents professeurs. Donc je suis Madame Niang, Mariem, doctorante en 3e année à l'université Cheikh Anta Diop, sous la direction du professeur Aboukan, que je salue chaleureusement au passage. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ici et de participer à cette 7e édition du gingembre littéraire sur une thématique aussi intéressante, qui porte sur les dynamiques migratoires et les changements climatiques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Niang. Je vais laisser la parole à mon collègue, ami et frère Moussa Sow. On porte le même nom de famille, mais également on est collègues à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Lui aussi, évidemment, je l'ai connu longtemps par le biais d'un éminent philosophe. C'est Bachir Diagne qui m'avait parlé donc, de Moussa et qui me l'a présenté pour la première fois. Donc Moussa, vous avez la parole pour vous présenter. Bonjour tout le monde. Je suis Paul, pasteur, victime des changements climatiques et docteur par effraction. Je suis un ancien de l'université Gaston Berger. J'ai eu un doctorat en lettres, en littérature francophone. Mon dernier livre, c'est The Body in Francophone Literature, Historical, Thematical and Aesthetic Perspective, que j'ai coédité avec mon collègue Elhaj Malick Ndiaye en 2016. J'enseigne l'anglais à l'université Gaston Berger et la géopolitique africaine. Pour faire court, je m'intéresse au pastoralisme parce que dans mes précédentes fonctions, j'ai été directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Et les questions pastorales, j'ai eu à gérer certaines questions pastorales, je reviendrai là-dessus. Donc je suis très honoré d'être invité par mon ami et frère Dr Gorgui Wadndoy. Et pour une fois, cette fois-ci, I made it, comme disent les Anglais. J'ai eu l'occasion, en tout cas, d'assister. Il m'a plusieurs fois invité. Et c'est un honneur d'être là avec lui parce qu'on a été ensemble aussi à l'UGB dans les années 90. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Moussa, Monsieur Sow, professeur Sow. Donc, je vais devoir poser 5 questions. Libre à vous de voir sur quel angle vous allez y répondre. Ensuite, on donnera la parole à la salle pour soit compléter, voire même, évidemment, contredire, parce qu'on est dans le domaine de l'université. L'université, c'est la contradiction, et la contradiction alimente le débat. Et c'est par la contradiction aussi que nous allons progresser. Donc il ne faut pas voir, chers élèves, parce qu'ils sont là en majorité,
c'est dans la contradiction. Il faut toujours accepter la contradiction et voir ça comme un élément important de dynamisme qui permet d'avoir une réponse et en même temps aussi de rejaillir sur une nouvelle question. Ça, c'est important. Et l'université, c'est ça qui fonde l'université. Une remise en cause de telle sorte que l'étudiant va dépasser son maître. Mais il faut d'abord le contredire pour pouvoir le dépasser. Donc la contradiction est un aspect important qui alimente le débat et qui permet aussi à la recherche de progresser. Donc parfois, on peut avancer une idée et qu'on trouve que ce n'est pas la bonne idée et on essaye donc de trouver la meilleure idée ou la bonne réponse. Donc 5 questions que je vais devoir poser à nos panélistes et libre à eux de choisir 2 ou voire 3 pour qu'on puisse être donc dans les temps. Donc en quoi les effets du changement climatique influencent-ils les dynamiques migratoires au Sénégal? Ça, c'est la première question. Deuxième, peut-on parler de migration climatique ou de migration environnementale dans le contexte sénégalais? Quelles sont les régions les plus touchées par les effets climatiques? Zones côtières, zones sahéliennes, zones agricoles? Et comment cela impacte les mouvements de population? Quel est l'impact de la dégradation des terres, érosion côtière, sécheresse, salinisation, désertification sur la mobilité des populations rurales? Comment les ménages réagissent-ils face à l'insécurité alimentaire croissante liée au climat? La migration est-elle un mécanisme d'adaptation? Et enfin, dernière question, quels sont les effets du dérèglement climatique sur la pêche artisanale, ressources halieutiques, accès à la mer, conditions de travail? Et comment cela influe-t-il la migration des pêcheurs? Donc, sans tarder, je laisse la parole à la professeure Ndiaye. Peut-être, oui, ce ne sont pas les bonnes questions. Attendez, je vais voir de l'autre côté. C'est pas grave. Merci beaucoup, professeur, de m'avoir donné la parole. Donc, chères autorités de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, chères autorités de l'armée sénégalaise, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, permettez-moi d'abord de remercier certaines personnes sans lesquelles je n'aurais pas été parmi vous dans cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit en l'occurrence de M. Gorgui Wade Ndoye, donc journaliste accrédité auprès des Nations Unies à Genève, mais aussi du professeur Ali Tandian, président de l'Observatoire sénégalais des migrations, venu souvent à l'UCAD rehausser nos jurys de soutenance de thèse par sa présence. À travers eux donc, toutes les personnes et structures qui ont contribué à la réalisation de cette rencontre de haut niveau. Cela dit, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans cette maison du savoir, cette maison de discipline, de rigueur, un lieu où se fabriquent les éruditions, mais aussi et surtout les futurs possibles, pour aborder donc une question qui traverse nos sociétés, nos familles, nos territoires, mais également nos pratiques quotidiennes. Et s'il est un avenir qui nous interpelle présentement avec une urgence grandissante, c'est bien celui que redessine le changement climatique. Mais qu'est-ce que le changement climatique? Je ne vais pas me permettre de vous faire un cours magistral, mais c'est important de camper le débat, donc d'expliquer ce que ça veut dire de manière triviale, le changement climatique. Et je vais commencer par une sémantique. Parce que vous avez entendu parler des changements. Des fois, vous voyez les changements climatiques, des fois, vous voyez le changement climatique. Et je suis ravie que, donc, ce gingembre donc, utilise le terme adéquat, c'est-à-dire le changement climatique. Parce qu'il y a eu un glissement sémantique.
au tout début, on parlait de réchauffement global. Et on s'est rendu compte qu'il y a des parties de la Terre sur lesquelles donc, il y avait un refroidissement. Donc ce n'était pas possible de parler finalement de réchauffement. Donc le terme a glissé vers changement. Donc on a pris les changements climatiques. Et on s'est rendu compte aussi que les changements climatiques, ça concerne surtout les changements à l'échelle géologique, les changements qu'il y a eu dans le passé. Et donc finalement, on s'est accordé sur le changement climatique, c'est-à-dire l'actuel, celui que nous vivons présentement et dont l'origine a été tout simplement anthropique, c'est-à-dire l'homme et ses activités, pour la toute première fois de l'humanité, donc modifient le climat, donc jouent un rôle principal dans ce changement. Et ce rôle, comment ça s'est passé? Tout simplement, donc on est allé forer à l'intérieur de la Terre, dans les fins fonds géologiques, des substances qui, si ces substances devaient venir vers l'atmosphère, allaient mettre des millions d'années, suivant un cycle normal. Mais malheureusement, nous sommes allés forer ces éléments et au travers d'une industrialisation, ces éléments, c'est tout simplement le pétrole, le gaz, donc le dioxyde de carbone, donc qui aurait pris un cycle naturel suivant des millions d'années pour arriver à l'atmosphère. Nous sommes allés les chercher et nous les avons, au travers d'une industrialisation, rejetés dans l'atmosphère. Et donc ces éléments contiennent des gaz à effet de serre qui viennent accentuer l'effet de serre naturel. C'est pour ça qu'on parle d'effet de serre additionnel. Et donc c'est pour ça tout simplement qu'on a ce changement climatique lié à l'action de l'homme. Mais derrière ces principales causes se cachent en réalité des choix de société. C'est-à-dire notre rapport à la croissance, notre modèle énergétique, notre façon donc d'habiter nos territoires, notre façon de produire, de nous mouvoir, mais aussi d'échanger et de consommer. Et donc le Sénégal, à l'instar des pays sahéliens, beaucoup de pays, de tous les pays africains, donc, subit ce changement, renforcé par une pression démographique, la dégradation des ressources et des dynamiques migratoires. Et dans ce contexte, la question centrale donc, qui nous concerne aujourd'hui dans ce panel, c'est comment ces connaissances éclairent-elles nos décisions afin de nous permettre d'anticiper, mais aussi d'agir, c'est-à-dire comment donc, cette connaissance contribue-t-elle à renforcer donc, les résiliences de nos communautés. Et pour éclairer cet enjeu, donc, je vais choisir quelques-unes des questions donc, qui ont été proposées tout à l'heure. Et concernant les connaissances scientifiques, les écosystèmes qui sont les mieux documentés ou les sous-documentés. Si on prend l'exemple au niveau global, c'est les zones qui sont les plus difficiles d'accès, c'est-à-dire les pôles, les hautes montagnes, les glaciers, etc. Au niveau local, si on prend l'exemple du Sénégal, le littoral sénégalais, mais aussi la vallée du fleuve Sénégal et la zone sylvopastorale est la zone la plus documentée, la plus analysée, la plus étudiée, tout simplement parce qu'on a eu des séries, énormément de connaissances, des séries donc, de relevés hydrologiques, de variabilité climatique, donc qui ont permis de faire des études, mais aussi tout simplement d'analyser la salinisation, la dynamique de la végétation, les pratiques agro-sylvopastorales, mais aussi l'érosion côtière. Et les zones les moins documentées, dans un autre sens, c'est surtout vers Kaffrine, Kaolack, Tambacounda, Kédougou, par exemple. Mais aussi, de plus en plus, ce qu'on appelle le front d'urbanisation, très dense à Ziguinchor, mais aussi dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Donc, voilà, c'est des dynamiques récentes. Et il va falloir tout simplement, notre premier défi, c'est de réduire ces angles morts de la recherche, car ils concentrent aujourd'hui une grande partie des vulnérabilités. Et l'autre question, donc, les politiques publiques sont-elles fondées sur des données nationales ou des modèles internationaux? Je dirais les deux, tout simplement parce que le Sénégal souscrit aux accords internationaux sur le climat et donc ce qui lui oblige à intégrer les modèles et les objectifs mondiaux
donc, dans ces politiques. Il y a donc une combinaison de données scientifiques internationales fournies par des organismes comme le GIEC, qui compilent des recherches scientifiques mondiales pour publier donc des rapports complets sur le climat. Et de l'autre côté, excusez-moi, le Sénégal mobilise ses propres ressources, ses propres données, donc, mais les grandes orientations sont données au niveau macro, c'est-à-dire au niveau donc, des grandes instances sur le climat, mais aussi financées par la FAO, le PNUD, la coopération bilatérale, etc. Et donc, pour les données du Sénégal, les données sont souvent sous-exploitées, mais la raison n'est pas scientifique. La raison, elle est plus institutionnelle. Et elle est liée d'abord par la fragmentation des données, mais aussi le manque de plateformes d'échange, de plateformes de partage entre les différents acteurs. Mais aussi parfois, tout simplement, par le manque de confiance accordée à la science nationale. Voilà, je suis désolée de le dire, c'est surtout ça. Et il va falloir valoriser davantage la recherche sénégalaise, qui est un impératif, si nous voulons tout simplement des politiques publiques adaptées à nos réalités territoriales. Et une troisième question sur laquelle je voudrais m'étendre, c'est quelle stratégie pour assurer une intégration continue et efficace de la recherche dans l'action publique? Là, je vois 5 leviers sur lesquels il va falloir nous appesantir. C'est d'abord créer des plateformes nationales de données partagées où tout simplement l'administration, les chercheurs, la société civile pourraient échanger, coordonner et prioriser donc les actions à faire. Je donne un exemple, c'est l'exemple du projet Diokale, qui a réuni des acteurs de la société civile pour échanger sur les impacts du changement climatique. Et aussi institutionnaliser cette collaboration au travers tout simplement de mécanismes permanents, mais pas seulement d'actions, de panels, d'ateliers, tout simplement au niveau des universités et en vase clos. Et aussi financer la recherche locale. C'est d'une importance capitale si on veut améliorer l'équité territoriale dans la production scientifique. Et le quatrième élément, donc, c'est renforcer l'évaluation des politiques publiques pour passer d'une gouvernance réactive, parce que généralement, c'est après coup que nous réagissions, pour passer d'une gouvernance réactive à une gouvernance anticipative, c'est-à-dire prévoir les risques en amont et donc agir bien après. Et le dernier point, donc, pour cette question, c'est intégrer des dynamiques humaines. Les dynamiques humaines, c'est-à-dire la mobilité, l'urbanisation rapide, la croissance démographique, les intégrer dans les études, dans la planification, parce qu'on ne peut pas dissocier le changement climatique des transformations qu'il engendre. Et avant de rendre la parole, pour conclure, je voudrais dire que le Sénégal dispose de nombreuses briques scientifiques. Ce qui manque encore, c'est l'architecture qui permet de les assembler, de les harmoniser et de les traduire en politiques concrètes et durables. Et si nous parvenons donc à construire des ponts entre science et décision, nous gagnerons en capacité d'anticipation, en efficacité territoriale, mais aussi et surtout en résilience des communautés. Toutefois, je voulais dire que nous ne sommes pas pour autant inopérants face à à ces bouleversements climatiques. Et je voudrais terminer par une conviction. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Nous sommes plutôt appelés à inventer, à adapter, à protéger, à prévenir et à imaginer d'autres possibles. En conséquence, le Sénégal, pour ne pas dire l'Afrique, ne doit pas seulement être le continent de la vulnérabilité. Elle doit et peut devenir le continent des solutions. Et c'est dans des lieux comme celui-ci, mais aussi, surtout à travers des rencontres de cette envergure qui impliquent des chercheurs, des décideurs, des diplomates,
des acteurs de terrain, mais aussi et surtout au contact de la jeunesse, d'une jeunesse consciente que donc pourrait se préparer cet avenir. Donc je n'ai pas parlé de migration parce que tout simplement, comment dire, je suis dans la partie climatique, mais je vais vous lire un petit poème que j'avais écrit. C'était en 1998, c'était sur la migration. J'étais abasourdie par les petits qui prenaient la route du Sahara pour aller de l'autre côté. Il y avait pas, la route des pirogues n'était pas encore à la mode. Mais j'étais interpellée et donc, je veux dire, quand j'ai écrit, j'étais, je veux dire, je dirais pas dire énervée, mais j'étais tellement stressée de voir ces petits qui mouraient. On montrait ça à la télé et tout. Donc finalement, c'est quand j'ai écrit ce poème, ça m'a libérée, ça m'a soulagée. Et donc voilà, je me suis sentie un peu mieux et finalement, encore plus stressée quand les pirogues, la route par les pirogues est revenue à la mode. Pour ne pas abuser du temps, donc je vais vous lire, ça s'appelait Sahel. Sahel. Méconnaissable Sahel, pays de Mamlinguer, toi, jadis si fier de ton visage de grâce qui effaçait les affres, inspirant jeu tendre et langage du bonheur. Méconnaissable Sahel, pays des rêves tendres, perds-tu la raison pour laisser le désert, ce preste prédateur, atteindre ta lisière, territoire de Damel? Est-ce le jeu du sort ou seulement par erreur que ce souffle ose t'envahir par le nord, effeuillant tes roses, traînant tes pétales vers d'autres horizons? Méconnaissable Sahel, que le destin t'offre son averse de grâce, afin que toujours te reste cette pudeur de couvrir tes cimetières d'un manteau de velours. Voilà, merci. Encore, vraiment, ça mérite des applaudissements sur ce poème magnifique, sur une question brûlante. Quand on voit les pirogues des jeunes qui quittent l'Afrique, qui sont prêts à mourir pour aller chercher des lendemains ailleurs, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains. Vous voyez, avant, on forçait les Africains à partir par le biais de l'esclavage, et maintenant, ce sont les Africains même qui partent par eux-mêmes. Et ce qui est quand même, ce poème, je pense, a tout son sens par rapport aux jeunes qui nous écoutent ici. Donc, je vais laisser la parole à Madame Nyon pour qu'elle puisse évidemment aussi répondre à 3 de ces 5 questions posées. Effectivement, je reviendrai peut-être sur ces questions-là. Donc, vous avez 15 minutes maximum. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Chères autorités, voilà, chers invités en vos rangs, titres et grades, c'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour répondre à ces questions qui nous sont posées. Donc, par rapport à la question qui concerne les zones qui sont les plus vulnérables, qui sont les mieux documentées et celles qui sont sous-documentées ici au Sénégal, je vais rejoindre les propos du professeur Ndiaye en déjà énonçant le littoral comme zone très bien documentée. Nous allons penser déjà à Saint-Louis, où nous faisons notre rencontre aujourd'hui, qui couvre 80% de l'érosion côtière. Donc cette zone, en raison de l'érosion côtière, produit constamment une documentation scientifique et les données sont très dynamiques au niveau de Saint-Louis. Il y a Dakar aussi en raison des inondations qui sont notées. Elles touchent d'ailleurs près de 300 000 personnes par an. Et donc il y a énormément de données qui sont produites par rapport à Dakar. On va penser aussi à la vallée du fleuve Sénégal. En raison de ces dynamiques pluviométriques, il y a énormément de données pluviales et agricoles qui sont constamment produites. Et également le bassin arachidier.
en raison de ces dynamiques, on va dire, pluviales qui font qu'on étudie constamment cette zone. Voilà. À côté, il y a des zones, naturellement, ici au Sénégal, qui ne sont pas très bien documentées. On va penser aux zones périurbaines. Là, on va parler des zones comme Keur-Massar, Sangalkam, Bambilor, qui sont, disons, entre le rural et l'urbain. Ce sont des zones qui sont particulièrement à l'afflux entre la pression foncière et climatique. Et disons qu'il y a aujourd'hui une très grande vulnérabilité des populations face à l'inondation, à la chaleur. Donc, elle couvre environ 50% de la croissance urbaine. Et il est important d'étudier la dynamique des changements climatiques et d'avoir des données récentes par rapport à ces zones. Également, les espaces pastoraux sont bien documentés, certes, mais par rapport aux dynamiques migratoires et climatiques, il faut, disons, actualiser les données parce qu'il n'y a pas beaucoup de données référencées par rapport au Ferlo et au Sahel précisément. Donc il y a les mangroves, les autres écosystèmes pluviaux. On va penser au bras du Sine Saloum et disons, voilà, les écosystèmes. Voilà, il y a beaucoup d'écosystèmes, d'espaces socio-écologiques qui ne sont pas bien documentés. Donc en bref, par rapport à cette question, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de données actualisées par rapport au littoral, qui est bien étudié en raison de l'érosion côtière, mais les espaces où la vulnérabilité climatique se crée quotidiennement ne sont pas très bien documentés. Et il serait important au niveau de là d'avoir comme défi de mieux étudier ces zones-là. Voilà. Donc par rapport à la planification territoriale, la recherche climatique y participe. Elle y participe très bien. On va dire que ça permet d'anticiper les risques au niveau national grâce, disons, à la cartographie des inondations, au repérage des zones qui sont inondées. Il y a des modélisations hydrologiques qui sont aujourd'hui faites aussi, qui permettent d'anticiper le manque d'eau, le gap d'eau, voilà, ici, en raison du changement climatique. Et voilà, la recherche climatique aussi permet une planification territoriale. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette recherche, on peut effectivement connaître les zones où il faut installer des infrastructures et où il faut aujourd'hui lutter contre certaines zones pour permettre de réduire les vulnérabilités locales et nationales. Donc, vraiment, la recherche climatique joue un rôle important au niveau de la planification. Donc, pour la résilience, on va dire que la recherche climatique permet la résilience sur deux plans. Le premier plan, naturellement, va constituer la documentation. Il y a beaucoup de documents aujourd'hui qui sont là pour expliquer les stratégies locales développées pour lutter contre les changements climatiques. On va penser là au mécanisme de migration saisonnière. Donc, on comprend à travers la recherche climatique et la documentation pourquoi les gens migrent. Quelles sont les périodes? Quand est-ce que les gens migrent? Pour pouvoir, disons, savoir voilà, comment ces gens s'adaptent au changement climatique. Il y a également d'autres mécanismes comme l'agriculture climato-intelligente qui est très documentée. Voilà. Et la recherche climatique aujourd'hui permet de comprendre ces mécanismes. Un autre axe, le professeur Tandian l'a souligné, elle permet vraiment d'étudier les vulnérabilités différenciées. Les femmes aujourd'hui sont très exposées à la recherche aux problèmes liés au changement climatique. On sait par exemple qu'elles produisent environ 50%, elles assurent 50% de la production vivrière annuelle, mais elles sont très vulnérables parce qu'elles accèdent beaucoup plus difficilement aux terres agricoles.
Donc il est important aujourd'hui, d'après la recherche climatique, de les mettre en première ligne. Elles ne doivent pas être un chapitre dans la résilience, mais elles doivent être une ligne de mire. Donc être, disons, le vecteur de cette résilience et des stratégies d'adaptation. Par rapport, on va dire, à la question qui va toucher, disons, les données qui sont le plus mobilisées, le professeur Ndiaye en a parlé. Aujourd'hui, on utilise deux données, voilà, étant donné les accords signés au Sénégal. On utilise des données internationales qui sont produites par la Banque mondiale, l'IPC, la FAO, etc. Et ces données permettent une vision globale. Voilà. On se base dessus pour faire les politiques nationales. Mais aussi, des données nationales sont utilisées. On va penser par là aux données produites par les observatoires comme l'OSM, l'Observatoire sénégalais des migrations, les chercheurs, les universités. Donc ces données aujourd'hui sont utilisées, mais faiblement mobilisées. Elles sont dominées par les données internationales. Et le défi à ce niveau est de mieux utiliser ces données nationales. Parce que les données internationales, étant exactes, elles sont très bien, elles sont exactes, mais elles ne pourront jamais remplacer les données nationales qui sont beaucoup plus précises. Une résilience climatique aujourd'hui, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit basée sur des réalités locales. Et c'est un péché, disons, dans nos politiques, il faut le dire, malheureusement. Il faut penser à intégrer nos données locales au niveau des stratégies nationales. Donc, des pistes, on va en proposer, des pistes de solutions. On va penser à 3 pistes. Déjà, créer des plateformes d'échange continu entre décideurs politiques, chercheurs, pour pouvoir analyser ensemble les données, les interpréter et créer des outils et des stratégies d'adaptation efficaces en réalité, en adéquation avec les réalités climatiques. Il faut aussi penser à financer la recherche climatique. Cette recherche a des données actualisées et dynamiques sur le long terme qui vont permettre de voir en temps réel ce qui se passe au niveau national et pouvoir prendre des solutions adaptées en temps donné. Voilà. Une troisième stratégie sera peut-être, on va penser à la création d'une plateforme unique d'échange et de partage de données. Parce qu'on va le dire, en Afrique, il y a un problème d'accessibilité de données. Donc des chercheurs galèrent parfois pour trouver certaines données pour pouvoir faire des études exactes. Il est important aujourd'hui de pallier à cela et de leur donner des données, de leur donner toutes les données que les ministères et autres puissent, disons, communiquer avec eux à travers une plateforme pour qu'aujourd'hui, ils produisent des politiques en adéquation avec les réalités locales. Donc, de notre propos, on va dire que les données existent, la science est là. Voilà, elles sont créées par la NACIM, elles sont créées par plusieurs institutions au niveau local, mais elles ne sont pas du tout appliquées aux réalités locales, malheureusement. Donc, la science, elle informe, mais ce qui est important, c'est de transformer. Et ce sont les politiques publiques qui vont transformer. Il est important aujourd'hui, en notre sens, de faire une cohésion entre ces deux secteurs afin de garantir une résilience durable et sur le long terme, disons, face aux vulnérabilités climatiques qui sont notées. Voilà, c'est notre avis par rapport à ces questions, M. Sow. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame Niang. Donc elle a donné donc quelques pistes, je reviendrai tout à l'heure. Donc en tout cas, pour les filles qui sont là, qui sont des élèves, c'est important d'avoir des références. Vous voyez que tout à l'heure, on demande, M. Tandian, professeur Tandian, parler donc de l'accès des filles au niveau du Britannique militaire, des corps donc militaires. C'est important de voir aussi que dans le domaine de la recherche, de haut niveau, vous avez des femmes et des femmes de qualité. Donc ça doit vous inspirer et ça doit vous motiver encore davantage. Donc on va laisser maintenant la parole à M. Sow pour qu'il nous parle évidemment donc de ses recherches lui aussi et surtout qu'est-ce qu'il pense de ces questions posées. M. Sow, vous avez la parole. 15 minutes, pas plus.
Merci beaucoup, grand frère, le professeur Abdoul Sow. C'est un réel plaisir de partager un panel avec vous, que vous modérez, et de partager un panel aussi avec le professeur Ndiaye, que je découvre, parce que je suis un littéraire, je ne suis pas spécialiste des migrations, et aussi écouter l'excellent propos de notre doctorante, Madame Niang. Mais je suis d'autant plus heureux d'être là, d'avoir en face de moi El Hadj Gorgui Wade Ndoye, et raconter une petite anecdote dans l'histoire, parce que Gorgui Wade Ndoye, quand même, nous avons partagé le mouvement des étudiants, durant lesquelles années nous avons essayé de trouver des solutions aux problèmes des étudiants. On faisait moins de casse, et on était de grands diplomates, nous disait Salou Ramaka. Donc c'est ce grand diplomate aujourd'hui qui se retrouve à Genève comme grand journaliste panafricaniste dont nous sommes tous fiers. Distingués invités, je suis là en tant que prof de littérature qui a remarqué en tout cas que beaucoup de nos études qui sont faites par rapport au changement climatique éludent la question culturelle, surtout dans le monde pastoral. Et en tant que fils de Peul, j'ai vécu certains aspects qui aujourd'hui tendent à disparaître, et peut-être le changement climatique, maintenant je ne dirai plus les changements climatiques, professeur, le changement climatique a certainement eu un impact. Donc qu'est-ce qui m'a inspiré? D'abord, cette réflexion est le fruit de... Vous allez vous retrouver, monsieur le modérateur, dans mes propos par rapport à ces 5 questions posées. Je vais simplement peut-être éviter la question des pêcheurs et me focaliser sur le pastoralisme. Donc, la première raison, c'est qu'en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, j'ai eu à être mandaté par le ministre pour aller faire de la médiation entre agriculteurs et éleveurs qui ont parfois fait des morts, réveillant ainsi les souvenirs de mon grand-père maternel, qui fut président du conseil rural, aujourd'hui l'équivalent de maire d'une commune du Djolof, et qui, dans ce rôle, s'était forgé une réputation pour ses initiatives réussies de médiation. Il était aussi connu pour soutenir en prêtant des vaches, le plus souvent en les donnant, à des femmes peules frappées par la pauvreté, qui souhaitaient faire la transhumance pour aller vendre du lait pendant la belle saison jusque dans le Saloum, à Kaolack. Deuxièmement, il y a quelques années, j'ai financé un éleveur pour une opération Tabaski consistant à acheter des dizaines de béliers, les engraisser pour les revendre et faire profit à l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir, que nous appelons au Sénégal Tabaski. Il s'avère que tout l'argent a été perdu au profit d'un aventurier des routes du Nicaragua, fuyant les climats arides du Djolof après les désillusions de réussite à la suite de la perte de tout son troupeau. Donc, le changement climatique et les phénomènes naturels de plus en plus fréquents ont structurellement changé l'imaginaire de l'espace, sa gestion et ses multiples fonctions. Il faudrait ajouter à cela l'urbanisation, l'augmentation de la population en Afrique et particulièrement dans la zone du Sahel, ainsi que les formes modernes de production qui ont fini d'impacter durablement le monde pastoral qui, jusqu'à des années très récentes, avait évolué dans les formes de transhumance à travers de grands espaces avec une temporalité bien définie. Le pastoralisme est ainsi une activité profondément rattachée à une culture de mobilité d'une économie sur pied et qui fait partie des systèmes d'élevage les plus affectés par le changement climatique. Donc, le travail que j'avais
en tout cas l'intention de présenter ici, est par conséquent une tentative de réflexion sur le patrimoine culturel impacté par une vision productiviste des politiques publiques sur l'élevage dans le Sahel, et particulièrement dans le Djolof. C'est quoi le pastoralisme? C'est quoi le pastoralisme? Le pastoralisme comprend la production extensive de bétail en zone sahélienne et qui se fait de façon nomade, à la recherche de pâturage à travers des parcours identifiés. Très souvent, le pastoralisme se fait en communauté dans des zones préalablement connues pour leur richesse en eau, en pâturage. La FAO, quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, la FAO définit les systèmes d'élevage pastoraux comme ceux pour lesquels plus de 90% de la matière sèche consommée par le bétail proviennent des pâturages. En général, les pasteurs nomades ou non nomades doivent ce nom donné à ceux qui pratiquent le pastoralisme en se rendant dans les pâturages, dans les savanes, dans les steppes, à la recherche d'eau, d'herbes ou d'arbustes. Les éleveurs, quelques données, les éleveurs transhumants sont environ 800 000 au Sénégal et des dizaines de millions dans le reste du Sahel. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale de 2020. Dans la région du Ferlo, le pastoralisme est étudié depuis la colonisation, avec particulièrement l'implantation des forages. Les transhumances sahéliennes ont été présentées et analysées sous plusieurs angles, car étant un point primordial de pérennisation des systèmes d'élevage pastoraux. Tradition millénaire, éco-responsable avant l'heure, l'élevage pastoral fait vivre plus de 20 millions de personnes au Sahel et rend de multiples services essentiels à la société. Je voulais donc revenir pour ce travail aux réalités culturelles du département de Linguère, cette zone sylvo-pastorale, et revenir sur le pastoralisme culturel. La culture du pastoralisme est avant tout une promenade, une poésie et une musique. Pendant le voyage, des prières musulmanes et traditionnelles Peuls étaient régulièrement faites, certaines communément appelées diat, particulièrement pour éviter les vols et pertes de bétail. Cette poésie du déplacement, de l'espace, de la découverte et des rencontres a produit un répertoire musical et de grands noms dans la musique du Djolof et du Saloum qui accompagnaient la procession et se chantaient à chaque étape importante du voyage. La voix des chanteurs de renom du Djolof comme Fadel Aïssata Sow, Penda Madam, Ndiaye Naybel ou encore Biram Ndiaye ont rythmé les soirs de la place communément appelée Arène Toucouleur en plein cœur de la ville de Kaolack, étape finale de leur transhumance. Cette ville, bassin arachidier, était la capitale économique du Sénégal dans les années 70. Les hommes et les femmes pasteurs venus du Djolof ayant traversé contrées et côtoyé peuples ont souvent posé leurs baluchons aux alentours de la ville avec leurs vaches. En vendant du lait et du ghee, ce qu'on appelle du junior en Wolof, et des dach, une certaine forme de beurre, toute la saison sèche et quelques bêtes avant leur départ, ils faisaient leurs emplettes pour rentrer au Djolof avec leurs chanteurs à l'approche de l'hivernage. Ces moments heureux de retour au bercail et d'une verdure retrouvée ont leur résonance dans des chansons, notamment dans celle de Penda Madam. Alors, je voulais jouer, si les moyens techniques nous le permettent, jouer la chanson de Penda Madam, qui était une grande dame chanteuse qui était de Mbaké, mais qui faisait la transhumance entre le Djolof et Kaolack. Après, je reviendrai sur c'est quoi une poésie de la transhumance.
Alors, si je le retrouve vite fait. C'est bon. Donc, ici, l'instrument de musique qui est joué, ici, c'est le riti. Le riti que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne connaissent pas, parce que c'est justement un des aspects culturels en voie de disparition. Maintenant, je reviens à cet aspect de la culture pastorale, en 3 minutes, oui. Donc, transhumer, je dirais, partir des pays Peul, du Jolof, humer l'air de l'autre rive, traverser les champs du Baol et poser écuelle et calebasse sous une charrette à l'ombre d'un arbre dans le Sine ou le Saloum, en pays sérère, où le cousinage à plaisanterie rythmer les échanges et faire profiter au cheptel des restes riches des parcelles d'arachides et de mil, c'est ce qu'on appelle aussi Niaï en Wolof. Transhumer, c'est une notion inscrite dans l'ADN des Peuls pasteurs, dont le nomadisme est une expression élémentaire de liberté, au-delà de la quête de fourrage ou de point d'eau, une liberté consignée dans l'investissement d'espaces transactionnels ou de pâturage, marquant ainsi leur volonté de se mouvoir pour respirer, changer d'air, explorer d'autres espaces, ramasser des bribes d'histoire d'autres peuples, donner un nom sérère à son nouveau-né, pour sceller un pacte d'amitié bâti sur l'hospitalité saisonnière. À l'instar des grands historiens arabes comme Ibn Battuta, le pasteur se plaît dans la béance des trajets et la richesse des rencontres fortuites à l'ombre de Caïcédra ou sous les ciels étoilés. La culture pastorale a ainsi longtemps été un vivier qui a soutenu l'industrie musicale et du conte de l'époque. Au fil des années, la transhumance se précarise, les couloirs de transhumance se réduisent, affectant ou renouvelant, c'est selon le socle culturel de cette partie du nord du Sénégal. Pour conclure, M. Sow, je donnerai simplement mon aspect, mon idée en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui, comme je le vis dans le monde pastoral du Jolof. Donc notre réflexion aboutit à une approche plus holistique de la gestion des territoires. Le professeur Ndiaye parlait tout à l'heure de l'architecture et de créer des ponts, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui parce que c'est ce qui manque dans nos politiques publiques, de cette activité pastorale au-delà de la dimension économique pour tenter de révéler ou susciter les vestiges de ce qui fonde l'être pastoral dans son rapport avec l'espace et la transhumance. Ainsi, il nous faut esquisser des pistes de solutions pour la préservation d'un patrimoine culturel distinctif de ces communautés désemparées principalement affectées par le changement climatique. Des solutions endogènes, une co-création avec la population pastorale dont les savoirs ancestraux peuvent jouer un grand rôle dans l'atténuation des vulnérabilités et l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Monsieur Sow. En tout cas, je suis particulièrement gâté aujourd'hui. Pourquoi parce que pendant longtemps, j'ai dirigé le département des métiers du patrimoine de l'UFR CRAC. Et à travers ce que dit Moussa, on est évidemment dans ces dynamiques entre ce qu'on appelle la culture et les évolutions de notre société. Et ça, je pense que c'est très très important de partir de ce patrimoine culturel immatériel, de voir comment on peut interroger notre histoire et notre culture pour limiter donc, les effets du changement climatique. En résumé, avant de donner donc, la parole à la salle, nous avons assisté à 3
ce qu'on appelle présentation sur 5 grandes questions. Madame Ndiaye, professeur Ndiaye a déjà répondu par ce qu'on appelle les éléments physiques. Et je pense que c'est important de voir finalement l'une des conséquences de ce changement, ce sont les migrations. Les migrations, elles ne viennent pas comme ça au hasard. Ces migrations sont le résultat d'un changement climatique qu'on peut regarder à l'échelle donc géologique, qui est quand même une échelle très importante de notre humanité. Je pense qu'à partir de ce qu'elle a donné comme réponse, ce qu'elle a apporté comme argumentaire et comme réflexion, nous comprenons mieux que ce changement climatique ne vient pas du hasard. Il s'inscrit dans des dynamiques cycliques, c'est-à-dire une transformation peut-être qu'on ne voit pas souvent et qui peut affecter donc sur de longues périodes. Je pense que cette intervention est claire. Et puis, je pense que Madame Niang aussi est revenue là-dessus, en parlant évidemment donc de ces dynamiques de changement. Ensuite, l'une des questions qui a été posée par donc, les différents panélistes, c'est de voir finalement qu'il existe plusieurs solutions. Qu'au niveau du Sénégal, comme au niveau évidemment donc, du monde, il y a des organismes de recherche et des politiques publiques qui interagissent. Alors ici, ce que nos différents panélistes, notamment, je reviens encore sur les propos de Madame Niang, c'est qu'il n'y a pas d'articulation entre, le monde de la recherche, de la science, et les décideurs politiques, de telle sorte que finalement chacun travaille de son côté. Moi je pense qu'il faut corriger ce dysfonctionnement-là. L'homme politique doit toujours être orienté, être guidé par donc, le scientifique qui éclaire son action. Mais de plus en plus, ces deux mondes-là se côtoient mais ne travaillent pas harmonieusement. Je pense que ça fait partie d'une réflexion véritablement intéressante qu'il faut encourager et prendre comme résolution. Le deuxième aspect important, et ça je reviens sur l'intervention de M. Sow, c'est comment la culture finalement aide à la résilience. Et ça c'est important parce qu'on avait des modes de vie traditionnels, sans pression démographique, mais tout ce monde-là commence à changer. Donc on a déjà l'accroissement de la démographie au Sénégal, et cet accroissement démographique va avoir des conséquences sur les pratiques agricoles, sur le nombre de superficies à cultiver. Résultat, c'est que les pasteurs, finalement, vont voir leur espace se réduire de plus en plus au détriment donc, des pratiques agricoles. Et finalement, vous avez là un retour donc, de ces grandes migrations qu'on appelle la transhumance, avec toute une culture autour. Et cette culture qui se perd, peut-être donc, dans ce que certains appellent donc, le Poulagou. Le Poulagou, c'est l'ensemble des valeurs du monde Peul. Donc ici, on est dans des reconfigurations, et ces reconfigurations, finalement, interpellent aussi notre conscience et notre façon donc, de voir les choses. Donc, sans tarder, je vais laisser la primeur, peut-être, à mon ami et frère Gorgui, pour qu'il puisse peut-être intervenir. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de questions. On prend au moins 5 questions avant, 5 questions, pas plus, et nos panélistes vont répondre. Donc,